Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir en entrevue M. Martin Vinette. Il est directeur général aux Voies culturelles des Faubourgs. Bienvenue. Merci beaucoup. Oui. Dites-moi, j'aimerais ça que vous nous parliez de vous, de votre enfance. Est-ce que vous êtes natif de Montréal? En fait, non, je ne suis pas natif de Montréal. Je viens d'un petit village que les gens de la Mauricie connaissent bien. À l'extérieur, peut-être un peu moins. C'est Sainte-Anne-de-la-Pérade. Oui. En fait, les gens de mon village disent Sainte-Anne-de-la-Pérade. Donc, on peut déjà savoir qui vient ou qui connaît le secteur juste à l'appellation de l'endroit. C'est un village qui est connu principalement pour, en hiver, la pêche sur la glace aux petits poissons des chenaux, qui est une activité qui a quasiment une centaine d'années. Mais c'est un village qui est aussi très ancien par rapport à l'histoire du Québec. Ça a environ, 350 ans environ. Donc, je suis né dans un village qui est à la fois, je dirais, historique et touristique. Donc, Oui. deux pendants qui m'ont d'ailleurs vraiment beaucoup marqué. C'est un endroit où il y a 2000 personnes entre Trois-Rivières et Québec, donc typique de la campagne québécoise comme on la connaît, avec des fermes de blé, des fermes laitières, quelque chose de pas trop isolé. Et dans mon enfance, j'ai eu vraiment la chance que mes parents, très rapidement, se sont dit, même si on est plus loin de la ville, même si on est plus loin de différents accès culturels ou d'éducation, il faut que notre enfant ait accès à des livres, à des connaissances, s'ouvre. Et donc, ils m'ont offert plein de livres quand j'étais jeune. Oui. En fait, différents types, des livres qui parlent d'histoire, de patrimoine, de différentes cultures. Et ça a vraiment piqué ma curiosité. Bon, en plus des bandes dessinées, tout ça. Et en fait, en termes de livres qui m'ont piqué ma curiosité, là, j'en ai un ici. C'est pas ce livre-là en tant que tel, mais c'est ces livres-là qui sont Oui. les livres de l'année de la marque Groslier. Et j'ai lu ça pendant des heures et des heures, pendant des années. Et j'aime bien dire que, là, j'ai 38 ans et j'aime bien dire qu'à certains moments de mon enfance, j'étais capable de lire, à la fin, il y a des pages qui parlent des accords politiques comme le lac Meech. À 9-10 ans, j'étais capable de pouvoir dire quels étaient les tenants et aboutissants de ça parce que j'avais ces livres-là, ces réservoirs de connaissances-là qui m'ont toujours exalté. Donc, c'est juste un exemple comme ça. Oui. Donc, je dirais que je pense que pour mon enfance, je suis resté jusqu'à l'âge de 16 ans dans mon village. Et après, j'ai décidé qu'il fallait que je vole un peu de mes propres ailes. Donc, je suis parti tranquillement vers l'extérieur étudier. Oui. À Sainte-Anne-de-la-Pérade, je brûle d'envie de vous demander la question, est-ce que vous êtes allé au petit poisson des chenaux pendant votre enfance? En fait, je suis allé souvent. Souvent, hein? Et je vous dirais que personnellement, je ne suis pas un grand amateur de pêche, mais ça reste que l'ambiance est très agréable. Oui, hein? Parce qu'il y a des gens vraiment partout. On passe d'un village de 2000 personnes à un moment où il y a peut-être 5 ou 10 000 personnes, mais sur la rivière. Je dis ça peut-être que c'est au total dans une fin de semaine. Mon père avait des cabanes à pêche, plusieurs de ses amis aussi. Donc, on vivait ce moment-là d'exaltation à partir de Noël jusqu'à la Saint-Valentin où le village est actif comme jamais. Donc, oui, je suis allé et comme mon père a eu des cabanes à pêche, j'ai aussi un petit peu aidé dans ça, donc je connais un peu l'endroit. Oui, c'est des beaux souvenirs d'enfance, hein, que vous avez là-bas. Ah, tout à fait. Oui. Puis, tantôt, vous disiez que vous avez quitté le village vers l'âge de 16 ans. Qu'est-ce que vous avez fait après ça? En fait, j'ai quand même un parcours assez, disons, classique ou typique, c'est-à-dire que à 16 ans, je déménageais à Trois-Rivières et l'été, je revenais chez mes parents, mais donc pendant l'année scolaire, j'étudiais d'abord au cégep, puis à l'université dans un baccalauréat en histoire à l'UQTR. Oui. Et en parallèle de ça, justement, j'ai eu plusieurs belles expériences d'emploi dans le domaine touristique. Donc, il y a toujours déjà ce lien entre patrimoine, tourisme, histoire qui se mélangeait déjà fortement. Et donc, à partir de l'âge de 16 ans, je vous dirais pour pas mal les 5 années suivantes, je faisais la navette entre Trois-Rivières et Sainte-Anne-de-la-Pérade. Et Sainte-Anne-de-la-Pérade, oui. Par le passé, est-ce que vous avez déjà fait des voyages humanitaires ou d'autres sortes de voyages là, qui vous auraient influencé votre parcours de vie ou de travail? En fait, je dirais qu'il y en a eu
3. 3. Et OK. dans une période assez condensée de ma vie, là, de 2002 à 2006, donc on parle de l'âge de 20 ans à l'âge de 24 ans, où j'ai fait 3 voyages Oui. qui sont quand même complémentaires, je dirais. Mhm. C'est-à-dire que le premier, c'est en 2002. Je suis allé, dans le cadre de la fin de ma première année de bac en histoire, on a eu la possibilité de faire un stage de fouilles archéologiques en Tunisie. Oh! C'était incroyable. Oui. Et le contexte était aussi qu'on est au printemps, quasiment à l'été 2002, donc on est un petit peu après le 11 septembre. Oui. Il y a toujours cette question-là là, on commence à se poser des questions sur le rapport envers l'autre, envers le monde arabe, le monde musulman. Et ben, nous, on est un groupe de 30-40 étudiants de la région de Trois-Rivières qui débarquent là avec un professeur, Pierre Sonnet, qui est un archéologue assez connu du milieu depuis comme les années 60, Oui. qui a son terrain depuis ce temps-là, depuis, enfin, un territoire de fouilles depuis comme 30-40 ans. OK. Et donc, on est allé sur le site faire des fouilles dans une rotonde, qui est une ancienne église paléo-chrétienne en forme de cercle, de toute beauté. Et donc, on a passé un mois là-bas et ça a été vraiment un moment de découverte du milieu qui était fantastique. Oui. Cette église-là, en forme de rotonde, elle pouvait dater de quand? Avez-vous une idée? Je dirais peut-être le Certain. 4e siècle, de ce Ah qu'on a oui. compris. C'était moi, j'étais là au mois de mai 2002. Le mois suivant, ils ont même trouvé une série de planchers En céramique, comme un exactement, genre de céramique, tout à oui. fait, en mosaïque, en fait. En mosaïque, OK. J'ai vu des photos après, c'était magnifique. Et ça Oui. m'a donné beaucoup la piqûre que j'avais déjà sur, disons, l'intérêt envers l'autre, envers différentes cultures, et Oui. notamment le monde arabe et le monde romain aussi. Oui. Ça m'a donné la piqûre de vouloir retourner dans ce monde-là, mais pas tout de suite. Entre-temps, j'ai eu une belle chance de pouvoir faire la moitié de ma 2e année de baccalauréat à Paris. À Paris, Et donc, OK. j'ai étudié 4-6 mois à Paris en histoire. Oui. J'ai adoré. Là. J'avais plein de cours de différents domaines, notamment sur le monde arabe. Je pouvais aller visiter la fin de semaine différents musées. J'avais une passe pour aller au Louvre. C'est vraiment, Oh! c'était une très, très belle époque de ma vie pour découvrir la culture et me plonger dedans. Oui, le musée du Louvre, hein, ça devait être vraiment beau à visiter, là. Oui. C'était vraiment magnifique, surtout que Oui. ce qui était le fun, ce que j'aime bien dire après coup, c'est Oui. qu'avec une passe pour jeunes étudiants, ben, je pouvais entrer dans des accès privilégiés à des heures où il n'y avait pas d'achalandage, avoir des salles quasiment pour moi. Ben, c'est pas pour moi, mais disons que j'y allais juste dans les bons moments, c'est tout. Mais c'était vraiment un moment très agréable. Et quand je suis revenu au Québec, donc là, j'avais fini, un peu après, j'ai fini mon bac en histoire. Et après, je me suis dit, j'aimerais ça retourner en Tunisie. Oui. Essayer de comprendre ce milieu-là. Et ce que j'ai fait, c'est d'aller passer un an de juin 2005 à mai 2006 à Tunis, donc la capitale du pays. Et là, j'ai vraiment, disons, j'avais quoi, 23-24 ans. Donc, je me suis dit, OK, je vais avoir, disons, pas une vie bohémienne, là, clairement pas, mais je vais me laisser un peu aller au rythme de ce que ça va être. J'ai pris des cours d'arabe, j'en avais déjà pris un petit peu avant, j'ai essayé de raffermir cet apprentissage-là qui est une très belle langue, mais très complexe. Là. Je ne pourrais pas dire que je la maîtrise à 100%, vraiment pas. Mais ça m'a permis de découvrir différents lieux, différentes perspectives qui m'ont confronté beaucoup aussi. Donc, ces 3 parcours-là, ces trois moments-là de voyage, là, je pense, ont contribué beaucoup à me définir. Oui, hein? Justement, en parlant de vos 2 voyages en Tunisie, j'ai vu que vous avez apporté un beau livre sur la Tunisie. Pouvez-vous nous le présenter? Bien, en fait, c'est simplement un livre de voyage que j'ai acheté, que je trouve vraiment très stimulant, juste d'en voir les photos. Mais ce que je trouvais bien, c'est quand je le feuillette, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'images de lieux que j'ai connus ou j'ai découverts comme ça. C'est sûr que ce pas des lieux où je peux dire, j'ai vécu là. Bon, je les ai souvent visités, tout ça, mais ça reste que c'est un peu pour décrire l'ambiance de ces endroits-là. Des ambiances qui m'ont beaucoup marqué pour tout ce qui est
le soleil, la Méditerranée, les couleurs vives, des ambiances vraiment frénétiques, très joyeuses. Et ben, c'est des moments qui ont charmé un peu ma vie aussi, qui sont dans le rêve. Oui, hein, c'est très beau, c'est magnifique. Oui. Puis je vois aussi que vous avez apporté une bouteille, mais c'est pas de l'eau qu'il y a dans la bouteille. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Oui, mais en fait, c'est quand je suis allé en Tunisie la dernière fois, j'ai rapporté une bouteille de sable du Sahara parce que j'ai visité le Sahara et c'était mon Ah, cadeau de Noël que je m'étais fait. oui, Et c'était vraiment un moment magnifique où on voit, sans la pollution lumineuse, on voit vraiment la Voie lactée en grande bande extrêmement dense. C'est tout à fait magnifique. Et ce sable-là, ben, je le trouvais tellement, tellement fin et doux que je me suis dit, ben, il faut que j'en ramène un peu. Bon, oui. évidemment, ben, peut-être que ça contrevient à ce qu'il faut faire normalement, mais je ne pense pas être le premier ni le dernier. Mais je vous dirais juste de le toucher. Oui, c'est Juste... très doux, Ah, hein? C'est fin. Oui. c'est vraiment d'une finesse, d'une douceur qui me rappelle à la fois beaucoup le pays, mais Oui. aussi cette différence-là, Mhm. c'est une aridité et une pureté en même temps. Je trouve je trouve qu'il y a une poésie dans cette bouteille-là. Donc, Oui, hein? c'est... Vous, je pense que vous êtes un poète dans l'âme. En fait, j'adore vraiment la poésie. D'ailleurs, Oui. je l'ai pas mentionné, mais c'est quelque chose qui me marque beaucoup. D'ailleurs, mais c'est très modestement, j'ai eu 2 publications de poésie qui ont été, qui ont paru, mais ça fait très longtemps. C'est juste un poème par-ci par-là, mais j'ai vraiment adoré faire ça. J'aime beaucoup cette écriture-là pour la Oui. liberté qu'elle peut donner. Oui, hein? Je sais aussi que présentement, vous travaillez comme directeur général aux Voies culturelles des Faubourgs. Mais avant tout ça, quel a été votre parcours de travail suite justement aux belles expériences que vous avez vécues en Tunisie et en France? C'était quoi? J'ai été une très bonne partie de ma vie guide touristique. Oui, Donc, dans plusieurs lieux, notamment des lieux de ma région. Mon premier emploi, c'était guide touristique dans l'église de mon village, qui est d'ailleurs très belle. Et le chemin que ça m'a emmené sans le savoir, c'est que, donc vraiment des années plus tard, 7 ans plus tard, ben, je suis devenu guide touristique en 2008 à la basilique Notre-Dame de Montréal, dans le Vieux-Montréal, oui. de laquelle l'église de mon village s'est inspirée en termes d'architecture. Ah oui, à Donc, Sainte-Anne-de-la-Pérade, oui. là. Oui. Donc, c'est vraiment, ça a OK. été fait peut-être 40 ans après, mais les gens de mon village s'étaient dit, ben, ça, c'est vraiment une belle église, on va essayer de, pas de la copier, mais disons, la prendre vraiment pour modèle, et bon, pour l'extérieur surtout. Mais ça fait en sorte que j'ai souvent travaillé dans des lieux patrimoniaux qui sont plus grands que nature, qui ont une prestance, qui ont une histoire extrêmement forte. Ça m'a beaucoup marqué et en fait, de 2008 à 2020, jusqu'au début de la pandémie, je travaillais justement comme guide touristique à la basilique Notre-Dame et à temps plein pendant l'été, puis l'hiver, ben, c'est la saison plus calme, donc on vit au rythme des événements religieux comme Pâques et Noël. Oui, vous avez apporté aussi des photos, hein, que je vois, là, justement. Celle-là, c'est l'église de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Exactement. C'est vrai qu'elle ressemble à l'église Notre-Dame ici, Tout à fait. à Bien, Montréal, je vous la oui. montre, c'est sûr que c'est une vieille carte postale, on s'entend, mais Oui, on voit quand même un peu la c'est ressemblance. vrai, oui. Et ben, disons que c'est quand même, comme ces 2 lieux où j'ai été impliqué, ben, ils restent évidemment dans mon cœur. Puis il y a vraiment quelque chose de très marquant à ces lieux-là, pour leur beauté. Là. Juste pour vous donner un exemple, l'église de mon village, y est enterré un des premiers ministres du Québec qui a été, là, pas très longtemps, John Jones Ross, Ah, qui était de mon village. Donc, c'est sympathique. Et bien, basilique Notre-Dame de Montréal, il n'y a personne qui est enterré là, sauf l'architecte, mais ça reste que c'est un haut lieu de notre histoire. Et oui. plus récemment, ben, c'était le mariage de Céline Dion en 94, si je ne m'abuse. Mais il y a eu des funérailles nationales, il y a eu, en fait, les grands événements qui se passent ici, dans notre ville, ben, se passent dans cette église-là. Donc, d'en faire partie, d'avoir, comme d'en être un peu un morceau ou d'en avoir un peu un morceau, c'est particulièrement doux à mon souvenir.
Oui, hein, puis c'est des livres d'histoire, hein? Vous êtes au courant de toute l'historique de ces endroits-là pour avoir été guide touristique. À l'église Notre-Dame, vous avez travaillé là pendant 12 ans, vous Pendant 12 dites? ans, oui. 12 ans quand même, hein? Tout à fait. Puis j'ai eu la chance de Oui, voir vraiment plein de gens. oui. En tant que tel, j'ai donné des visites guidées parfois à une personne, parfois à 150, autant en anglais qu'en Mhm. français. Ça a d'ailleurs beaucoup développé Mm. mon sens d'aller vers le public et aussi de m'exprimer en public. Oui. Parce que quand on parle à 150 personnes en anglais et que eux, c'est Mm. le gros moment de leur journée en termes de visite touristique dans leurs vacances, Mhm. que moi, ben, c'est ma 5e visite de la journée et que je suis fatigué, ben, il faut que Oui, je donne quand même le meilleur service que je peux. oui. Et ces moments-là, ils sont tellement grisants. Ils sont... de voir les réactions des gens après, ben, si on est chanceux, on se fait applaudir. C'est Mm. vraiment... c'est des Oui. moments extrêmement intenses, mais Mhm. où on recevait quelque chose de très généreux. Oui, vous parlez en français, anglais, arabe aussi, Un peu, mais ça un reste peu. que Oui. j'aime beaucoup le pratiquer, mais Mhm. c'est pas ma langue d'origine, donc il y a Oui. toujours toujours des Oui. difficultés. Oui, dites-moi, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre travail en tant que photographe amateur? Parce que je vois aussi, vous avez apporté une autre belle revue. Oui. En fait, ben, je vous la montre ici. C'est je pense que c'est l'avant-dernière édition de la revue Ciel Variable. Oui. On y voit sur le dessus un artiste visuel conceptuel qui s'appelle Steve Giasson. Oui. J'ai la chance d'être son conjoint depuis 15 ans d'ailleurs. Donc, c'est mon conjoint qui est artiste. Depuis, je vous dirais peut-être 6 ou 7 ans environ, pour l'aider, pour le soutenir dans ses projets. Je réalise souvent la photographie donc, de ses œuvres et aussi d'œuvres d'autres artistes qui exposent avec lui ou à d'autres moments, des gens qu'on connaît. Au début, c'était vraiment quelque chose qui était, ben, je vais faire ça, ça va aider un peu, ou en tout cas, Mhm. si on a besoin, je suis disponible. Et j'ai développé vraiment un œil avec ça. Donc, ça reste OK. que je n'ai pas étudié en photographie, mais ça m'a amené à pouvoir, je vais essayer de vous trouver des photos, ça m'a amené à pouvoir, peut-être celle-ci, bon, vous en avez deux, là, mais c'est peut-être plus celle-là que je voudrais vous montrer. Oui, la plage avec, oui. En fait, donc Oui. ça, c'est à Alma, pas Alma. Alma, mais en tout cas au lac Saint-Jean, pardon. Oui. Et on voit encore le lac qui n'est pas complètement dégelé. Donc, il y a vraiment une sorte OK. d'atmosphère, disons, de coucher de soleil, de Mhm. néant ou de grand vide en même temps. Mhm. Et donc, ça m'a amené vraiment à développer cet œil-là, une sorte de regard spécifique. Et ben, je suis vraiment content du travail qu'on a pu réaliser ensemble, Steve et moi. Et d'ailleurs, ben, lui, sans en faire trop la promotion, ben, ça reste qu'il a quand même fait plusieurs expositions, des centaines d'œuvres qui ont été faites comme Mm. celle-ci ou comme celle-là. Et il y a vraiment quelque chose de très agréable dans cette collaboration-là, de pouvoir, disons, contribuer à mettre en scène des œuvres de son conjoint C'est qui... ça. Vous avez pris plusieurs photos, plusieurs... Dans ce projet-là, là, oui. la dernière version de son projet qui s'appelait Les nouvelles performances invisibles, je pense Mhm. que c'était peut-être une centaine de photos, œuvres que j'ai prises. Puis dans la version précédente qui s'appelle Les performances invisibles, ça date de 2015-2016, peut-être une dizaine. Oui. La revue, ça s'appelle Ciel variable. C'est Oui. publié En fait, c'est ici. publié, ça c'était l'édition d'été. Oui. C'est une revue qui est basée, bon, pas dans notre secteur en tant que tel, mais pas très loin. C'est Mhm. basé sur le plateau. Et c'est quand même une des, quoi, 3, 4 ou 5 plus grandes revues d'art qu'on peut avoir au Québec. Je ne pourrais pas vous dire exactement Mhm. son importance, mais c'est quand même dans les plus grosses revues d'art qu'il y a au Québec. Oui, hein, c'est ça. Donc, je suis vraiment fier Oui. du projet. Je comprends. Oui, c'est... vous avez en tout cas une facilité pour les photos aussi dans votre parcours, hein? Mais ça m'amène Oui. disons, Mhm. à développer cet œil-là et de pouvoir aussi, disons, comment je pourrais dire, jauger l'espace, la lumière, comment les Mhm. gens sont placés pour me dire, OK, ben, je ne maîtrise pas tous Mhm. les aspects techniques, mais au moins l'aspect de structure, de cadre de la photo, ben, Oui. je développe quelque chose. Oui. Présentement, là, maintenant, vous êtes le nouveau directeur général aux Voies culturelles des Faubourgs. Qu'est-ce qui va vous amener à prendre ce travail-là?
Je vous dirais d'abord que Oui. depuis quelques années déjà, c'est peut-être depuis 2014-2015, j'avais envie de me réorienter. OK. Donc, j'étais guide à la Basilique Notre-Dame, mais en parallèle, j'avais terminé une maîtrise en sociologie, sociologie plus liée à la culture et au cinéma. Et je sentais que j'avais envie de plus. Donc, de continuer mes études, mais aussi de faire autre chose que d'être guide touristique. Donc, j'ai fait une deuxième maîtrise en gestion d'entreprise culturelle à HEC. OK. Et ça m'a vraiment donné la piqûre, mais vraiment, je me sentais comme un poisson dans l'eau. C'était super agréable. Et à partir de là, je me suis dit, OK, là, j'ai envie d'aller de l'autre côté. Un peu, pas seulement d'être à l'avant-scène, mais aussi d'être en arrière-scène pour contribuer à gérer ce qui est dans le milieu culturel. Donc, déjà, avec cette formation-là, j'ai fait quelques stages aussi, donc notamment, bon, plus des stages en recherche de financement ou en aide au développement pour la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue à Longueuil, un peu pour l'oratoire Saint-Joseph également. Donc, disons, c'était plus modeste, mais ça reste que ça a forgé mon expérience. Oui. Et à partir de là, ben, avec la pandémie qui ferme le milieu touristique, et on le comprend, c'est tout à fait normal, ben moi, ça me force à, disons, à enligner ce qu'on pourrait dire mes bottines avec mes babines. Donc, de me dire, OK, je veux le faire depuis longtemps, mais là, maintenant, il est temps de le faire. Ça a pris un certain temps pour trouver le bon poste, mais je vous dirais, quand j'ai vu ce poste-là, ça a fait, OK, je sais exactement que c'est pour moi. Oui, hein? Et c'était, je suis vraiment reconnaissant d'avoir trouvé ce poste-là qui existait à ce moment-là et de l'avoir eu, parce que c'est un travail à la fois très modeste, mais très motivant et qui cadre de toutes les façons possibles avec mes champs d'intérêt, avec mes valeurs. Donc, je suis vraiment content. Oui, ça vous a amené vers les voies culturelles des faubourgs. Tout à fait. Est-ce que votre travail comme directeur, ça consiste en quoi au juste? En fait, le travail de directeur général est à la fois quelque chose qui se fait dans le quotidien et qui se fait aussi dans le long terme. Oui. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est de me donner le temps comment je pourrais dire, de penser la suite. Donc, on est dans le moment présent. Faut gérer tout ce qui est opération, donc au jour le jour, donc avec les collègues, les employés, tout ça. Planifier des rencontres pour justement être capable de faire le point sur différents projets qu'on a, mais c'est surtout de préparer ce qui s'en vient. Et dans le cas de Voies culturelles des faubourgs, ce qui s'en vient, même si avec la pandémie, on a eu vraiment un nombre beaucoup plus restreint d'activités, quoi qu'on a eu, avant que j'arrive, il y avait un superbe moment qui s'appelle le sommet Art et culture autour des faubourgs, qui a eu lieu en avril dernier, avec 140 participants, même si c'était virtuel, donc vraiment beaucoup de gens pour parler de la culture dans notre territoire. Et là, on vient d'entrer dans les 20 ans de l'organisme. Oui, 20 ans, c'est vrai, les voies culturelles, ça a 20 ans cette année. Oui. Donc, c'est un organisme qui a été fondé le 18 octobre 2001 et notre Assemblée générale qui était justement le 18 octobre 2021, bien, c'est là qu'on a lancé notre programmation qui est à la mesure de nos capacités, mais qui est aussi à la mesure de ce qu'est la culture dans notre secteur, dans notre quartier, c'est-à-dire qu'on la veut englobante. Oui. On veut qu'elle représente un peu tous les milieux et qu'elle s'adresse à tout le monde. Donc, bien, présentement, ce qu'on fait, c'est de développer, en fait, de relancer certains projets qui étaient là avant moi et avant la pandémie, comme la Nuit au flambeau, qui sont des parcours guidés pendant la nuit blanche. Oui. On espère aussi, dans la mesure du possible, relancer le Grand Cœur du Centre-Sud, qui est une activité qui permet aux gens comment je pourrais dire, de faire des liens entre eux, mais aussi de pouvoir développer disons, du chant amateur, mais dirigé par des professionnels. Oui, c'était André Papa... André Papa-Thomas. Oui, Papa Thomas, hein, André Papa Thomas. Tout à fait, oui, à l'église du Sacré-Cœur. Oui, donc, lui, c'est un chef de chœur professionnel. Donc, de faire ce lien-là avec la population du secteur, des amateurs, mais aussi des gens qui cherchent à s'exprimer artistiquement. Donc, il y a des aspects que nous, on essaie d'être diffuseurs, mais on est principalement une sorte en fait, je dirais de lobby culturel, mais même plus simplement, on est un facilitateur. Oui, c'est ça. Donc, on réunit des membres de différents comment je pourrais dire, différentes structures culturelles comme
le théâtre, la danse, les musées, l'humour, la télévision, les arts visuels, pardon. On essaie de les réunir entre eux, mais aussi d'en faire la promotion auprès de décideurs publics, de décideurs privés, de gens qui ont un impact dans le quartier, qui veulent le développer, mais on veut s'assurer qu'ils gardent en tête que la culture, c'est un moteur central de ce développement local. Oui, hein? Puis c'est riche, le Centre-Sud, au point de vue de la culture. Il y a une très belle, grande richesse. Vous, je le sais, on a parlé tantôt de vos passions, mais est-ce que vous avez un hobby? En fait, il y en a... Il y en a plusieurs. Bien, Oui. je dirais qu'il y en a un que j'aime beaucoup avec mon conjoint, on aime prendre de grandes marches pour découvrir le territoire, son architecture, son patrimoine. Mais ce qui m'intéresse vraiment le plus, ce qui me fait vibrer, là, c'est le cinéma. Ah, le cinéma. Ça, c'est parce que je vous disais tout à l'heure que j'avais fait des études en sociologie avec la culture et le cinéma. Et ça m'a vraiment... ça a développé une passion pour moi, mais à ce point que j'aime à la fois voir le film en salle, le côté où on est plongé dans un écran, même s'il y a plein de gens qui nous entourent, on est quasiment dans l'intimité de notre salon à regarder un super grand écran où il y a des histoires qui défilent devant nous. Quelle que soit l'histoire d'ailleurs, on a la créativité de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui nous est lancée en pleine figure et c'est magnifique. Mais j'aime aussi, disons, pas me faire des défis, mais découvrir différents films. Et plus récemment, je m'étais fait une sorte de défi de je vais regarder tous les meilleurs films aux Oscars qui ont été faits depuis 1929. Et donc, ça me permet d'avoir un autre œil, mais c'est surtout de découvrir qu'il y a des films qu'on peut regarder à certains moments de nos vies. On va avoir des lectures différentes. Et il y a d'autres films que différentes époques vont avoir des lectures différentes. Donc, avant tel événement, tel film est vu de manière positive et après est vu de manière négative. Ou même pour moi, voir certains films que je peux voir, ça fait « Ah, OK, je pense que je n'ai pas bien compris. » Je le revois 5 ans après. OK, c'est complètement différent comme perspective parce que j'ai grandi. Donc, c'est des révélateurs de nos vies. Oui, c'est vrai, hein, les révélateurs d'une vie. C'est beau ce que vous dites, oui. Merci. Oui. Le quartier Centre-Sud, comment voyez-vous l'avenir de notre quartier? En fait, pour être résident ici depuis presque 15 ans, donc quasiment aussi longtemps que mon village natal, je vois l'avenir de notre quartier comme étant à la fois très clair, mais aussi vraiment très complexe. Clair parce que c'est évident, il y a des bâtiments qui se créent, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, qui enrichissent le quartier. Et on voit, il y a vraiment des lignes directrices qui se tracent pour notamment son redéveloppement. Donc, pour, disons, essayer de résoudre des problèmes qu'on avait déjà par le passé. Mais je le vois aussi complexe parce qu'il ne suffit pas d'une baguette magique et de se dire, bon, on va faire des nouvelles constructions, des nouvelles personnes vont habiter ici et tout change. À mon avis, le Centre-Sud, c'est surtout pas Griffintown. C'est un quartier historiquement vivant, avec une population qui est restée depuis très longtemps, mais avec plein de nouveaux apports. Et je crois que c'est complexe comme avenir parce qu'il faut se donner le temps de discuter, de dialoguer tous les habitants du quartier ensemble, les nouveaux comme les plus anciens. Il ne faut pas négliger ce dialogue-là. Et je pense qu'on mérite notamment d'avoir plus, mais d'avoir à notre image. Et peut-être un dernier point là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de cicatrices dans notre quartier, des cicatrices urbaines notamment. Avec tout ce qui est autoroute Ville-Marie notamment, d'essayer de les réparer, pas en créer d'autres, vraiment de les réparer, ça mettrait un peu un baume sur la vie des gens. Ça contribuerait à ce que la qualité de vie soit encore meilleure, même si je suis convaincue qu'elle s'améliore. Oui, mais c'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Vinette, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. On pourrait se parler longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation, c'était très agréable. Ça fait plaisir. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!